Bonjour, je suis le Dr Aziz Zahanan. Je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou et j'ai le plaisir de vous présenter le bilan préthérapeutique et le traitement des formes localisées des adénocarcinomes gastriques. Voici mes conflits d'intérêts. Donc en préambule, ma présentation va être basée sur les recommandations du Thésaurus national de cancérologie digestive, dont la dernière version a été publiée en juin 2019. Donc les objectifs pédagogiques sont premièrement de connaître le bilan préthérapeutique et la place de l'écho-endoscopie, connaître les indications et les modalités du traitement post-opératoire exclusif, et connaître les indications et les modalités de traitement périopératoire. Alors en bref, rappel anatomique, vous savez qu'on distingue les tumeurs proximales, que sont les tumeurs de la jonction œsogastrique, et les tumeurs distales, qui sont à proprement parler les tumeurs gastriques. Les tumeurs gastriques sont définies par les tumeurs qui sont localisées à plus de 2 cm de la ligne Z. Et parmi ces tumeurs gastriques, les localisations les plus fréquentes sont les tumeurs de l'antre. Les facteurs de risque pour les tumeurs de la jonction œsogastrique sont essentiellement représentés par le reflux gastro-œsophagien et le surpoids, dont l'incidence est en augmentation, alors que les tumeurs distales, le principal facteur de risque est Helicobacter pylori et dont l'incidence est plutôt en diminution. Pour le bilan préthérapeutique, il y a 3 grands volets. Le bilan diagnostique, puis le bilan d'extension, nous verrons la place de l'écho-endoscopie dans ces 2 volets, et le bilan préthérapeutique à proprement parler. Pour le bilan diagnostique, l'examen phare est l'endoscopie digestive haute, qui permet de décrire macroscopiquement la lésion ainsi que ses rapports avec le cardia et le pylore, pour préciser le type de traitement chirurgical. Bien entendu, des biopsies devront être réalisées au niveau de la tumeur pour poser le diagnostic et définir le type histologique, et également pour rechercher des biomarqueurs indispensables à la prise en charge des patients, comme le statut HER2 pour les formes métastatiques ou le statut MSI, on y reviendra plus tard. Des biopsies en zone non tumorale devront être également réalisées pour rechercher une infection Helicobacter pylori et une éventuelle métaplasie ou dysplasie. L'écho-endoscopie, dans le cadre du bilan diagnostique, peut être réalisée si les biopsies réalisées sous endoscopie sont négatives, puisque les biopsies réalisées sous écho-endoscopie, notamment les biopsies en profondeur, éventuellement guidées par écho-endoscopie, ont une rentabilité diagnostique plus importante. Dans le cadre du bilan d'extension, l'examen phare est le scanner thoraco-abdominopelvien sans avec injection de produits de contraste, avec ingestion d'eau qui permet d'augmenter la sensibilité du bilan d'extension loco-régional, notamment pour définir le bilan de résécabilité. Ce scanner, cet examen d'imagerie permet également le bilan d'extension à distance avec la recherche de lésions, notamment hépatiques et pulmonaires. L'écho-endoscopie dans le cadre de bilan d'extension peut être discutée pour les formes non métastatiques, en cas de limite pour définir l'extension des lésions sur l'œsophage, le pylore et le duodénum, pour encore une fois discuter des modalités du traitement chirurgical, en cas de tumeur superficielle pour déterminer les indications de résection endoscopique par mucosectomie ou dissection submuqueuse, et en cas de traitement préopératoire, l'écho-endoscopie permet de définir avec une sensibilité plus grande que le scanner le stade T et N, et il faut souligner que cet examen est inutile pour les tumeurs qui seront évaluées T3 ou T4 par le scanner. Il y a d'autres examens d'imagerie qui peuvent être discutés dans le cadre du bilan d'extension, qui sont des examens considérés comme optionnels, donc à discuter au cas par cas. L'IRM ou l'échographie abdominale peuvent être réalisées pour mieux caractériser des lésions dépistées au scanner. Le TEP scan peut être proposé effectivement pour le bilan d'extension, même si son indication est pas complètement
définie dans le cancer gastrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sensibilité de cet examen est plutôt faible pour les tumeurs mucineuses. Et la laparoscopie exploratrice peut être également proposée pour évaluer la résicabilité, notamment pour les tumeurs volumineuses, ou pour la recherche d'une carcinose péritonéale, notamment dans les formes diffuses de cancer gastrique. Pour le bilan préthérapeutique à proprement parler, donc il y a l'évaluation clinico-biologique bien sûr, avec l'évaluation des comorbidités, l'évaluation nutritionnelle, le bilan d'opérabilité, ne pas oublier aussi l'évaluation oncogériatrique pour les patients de plus de 70 ans avec le score G8, la recherche du déficit en dihydropyrimidine déshydrogénase qui fait maintenant partie du bilan systématique avec des recommandations depuis 2018 de l'INCA et de l'HAS pour tout patient qui reçoit un traitement par chimiothérapie à base de fluoropyrimidine et rechercher aussi les facteurs de risque tels que Helicobacter pylori ou les prédispositions génétiques. Le deuxième objectif pédagogique est de connaître les indications et les modalités du traitement post-opératoire exclusif. Donc tout d'abord la chimiothérapie adjuvante, dont l'efficacité a été démontrée par ces deux grandes études randomisées qui sont des études asiatiques. La première est une étude japonaise qui a évalué l'intérêt d'une fluoropyrimidine orale qui est le S1 avec cette étude positive qui a comparé donc cette molécule avec un traitement par chirurgie seule. Et vous voyez que ce traitement qui a été pris pendant 1 an permettait une amélioration significative de la survie des patients. L'autre étude est une étude coréenne, c'est l'étude classique, qui a évalué l'intérêt d'une chimiothérapie adjuvante par Xelox pendant 6 mois par rapport à des patients qui avaient un traitement par chirurgie seule. Et cette étude est également positive. Elle a montré l'intérêt en termes de survie de cette chimiothérapie post-opératoire. Ces résultats d'efficacité de la chimiothérapie post-opératoire ont été renforcés par cette méta-analyse publiée dans JAMA en 2010. Qui a inclus plus de 3800 patients, des patients qui avaient été inclus dans 17 essais cliniques. Et cette méta-analyse confirme l'intérêt de la chimiothérapie post-opératoire avec un bénéfice en survie par rapport aux patients qui avaient un traitement par chirurgie seule. L'autre option thérapeutique validée est la radiochimiothérapie post-opératoire avec cette étude publiée dans New England Journal of Medicine en 2001. Une étude qui avait comparé, après un traitement chirurgical, une stratégie de radiochimiothérapie post-opératoire versus une chirurgie seule. Et vous voyez ici dans cette étude que les patients qui avaient la radiochimiothérapie post-opératoire avaient une amélioration significative à la fois de la survie sans progression et de la survie globale au prix d'une toxicité qui était majorée dans le bras radiochimiothérapie, notamment hématologique et digestive. L'une des grandes limites de cette étude est le curage ganglionnaire qui était insuffisant pour une large majorité des patients puisqu'il y avait un curage D1 pour 35% des patients et un curage D0 pour 55% des patients. Donc 90% des patients avaient un curage ganglionnaire insatisfaisant. Les résultats à long terme de cette étude ont été publiés dans le JCO en 2012 avec un recul de plus de 10 ans qui ont premièrement confirmé l'intérêt de la radiochimiothérapie en termes de survie et deuxièmement en analyse de sous-groupe, cette mise à jour des données a suggéré que les patients qui avaient une forme diffuse de cancer gastrique ne bénéficiaient pas de la radiochimiothérapie contrairement aux formes intestinales. Le troisième objectif pédagogique est de connaître les indications et les modalités de traitement périopératoire avec 2 grandes études randomisées de phase 3 qui ont démontré l'intérêt de la chimiothérapie périopératoire. La première étude est l'étude MAGIC qui a inclus plus de 500 patients et qui a évalué une chimiothérapie périopératoire par ECF qui est une trichimiothérapie à base d'anthracycline, de cisplatine et de fluoropyrimidine. Et la deuxième étude est une étude française, l'étude FFCD, qui a inclus un peu plus de 200 patients et qui a comparé cette fois-ci une chimiothérapie périopératoire par CF, donc une bithérapie, incluant du cisplatine et une fluoropyrimidine. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on regarde les caractéristiques des patients, la principale différence est la localisation tumorale. On avait 3/4 des patients qui avaient une localisation aux œufs gastriques, donc pour l'étude FFCD, alors que les patients inclus dans l'étude MAGIC avaient dans 75% des cas une tumeur qui était localisée au niveau de l'estomac.
Quand on regarde les résultats de ces études, on voit clairement que la chimiothérapie périopératoire permettait d'améliorer la survie des patients par rapport aux patients qui avaient été traités par chirurgie seule. Vous voyez ici que les taux de survie à 5 ans, globalement, vous aviez un quart des malades qui étaient vivants à 5 ans dans le bras chirurgie, alors que plus de un tiers des malades étaient vivants à 5 ans dans le bras chimiothérapie périopératoire, avec des résultats qui étaient statistiquement significatifs. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le protocole de chimiothérapie périopératoire utilisé? Est-ce que c'est plutôt une chimiothérapie à base d'anthracycline ou une bichimiothérapie à base de sel de platine? En fait, cette question a été balayée d'un revers de main par l'étude de FLOT qui a été publiée dans Lancet en 2019, qui a érigé donc un nouveau standard thérapeutique, qui est le FLOT, qui est une trichimiothérapie, cette fois-ci à base de Taxane, docétaxel, avec de l'oxaliplatine et du 5-FU. Et cette étude donc a comparé ce protocole de chimiothérapie périopératoire à ce qui avait été considéré comme le standard à l'époque, qui était la trichimiothérapie avec anthracycline. Vous voyez qu'il y avait plus de 700 patients inclus dans cette étude, et les résultats de cette étude randomisée a montré que les patients qui avaient reçu le FLOT périopératoire avaient un taux de survie à 5 ans de 45% par rapport à 36% pour le bras ECF ou ECX, avec des résultats qui étaient statistiquement significatifs. Et en analyse de sous-groupes, tous les sous-groupes de patients bénéficiaient du FLOT, donc quelle que soit la tranche d'âge, la localisation tumorale, que ce soit les jonctions œsogastriques ou les tumeurs distales, quel que soit le type histologique et quel que soit le staging préopératoire, donc les grosses tumeurs mais également les petites tumeurs bénéficiaient du FLOT périopératoire. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il faut plutôt privilégier la radiochimiothérapie post-opératoire ou la chimiothérapie périopératoire. On a eu un élément de réponse avec la publication de cette étude, l'étude Critics dans Lancet Oncology en 2018, donc qui a randomisé des patients qui avaient une forme localisée de cancer gastrique entre la chimiothérapie périopératoire, qui était à l'époque, au moment où les patients étaient inclus dans cette étude, la trichimiothérapie avec anthracycline, versus une chimiothérapie préopératoire par ECF suivie d'une radiochimiothérapie post-opératoire. Ce qui est intéressant de noter, c'est quand on regarde les chiffres des patients qui arrivent à la chirurgie, donc une majorité des patients arrivent à la chirurgie. Par contre, seuls 50% des malades arrivent à recevoir la totalité du traitement post-opératoire, ce qui est décrit classiquement dans les études périopératoires. L'objectif de l'étude était de montrer que la radiochimiothérapie était supérieure à la chimiothérapie périopératoire, et vous voyez que l'étude elle est négative. Il n'y a pas d'amélioration significative de la survie dans le groupe radiochimiothérapie. Donc il y a deux particularités dans le traitement des cancers, les formes localisées des cancers œsogastriques. Il y a la première particularité, c'est les tumeurs de la jonction œsogastrique. Donc je vous rappelle qu'il y avait 25% des patients qui avaient une tumeur œsogastrique dans l'étude MAGIC, et ce pourcentage augmentait à 50% dans l'étude FLOT et 75% dans l'étude française FFCD. Donc on peut considérer que les patients qui ont une tumeur, un adénocarcinome de la jonction œsogastrique, peuvent recevoir de la chimiothérapie préopératoire. Mais il y a un autre standard thérapeutique qui est la radiochimiothérapie préopératoire, avec cette étude qui avait inclus les patients qui avaient une tumeur de l'œsophage ou de la jonction œsogastrique. Et quand on regarde les caractéristiques de la population, vous voyez qu'il y a 80% des tumeurs qui étaient localisées au niveau du tiers inférieur, au niveau de la jonction œsogastrique, et 75% de ces tumeurs étaient des adénocarcinomes. Et vous voyez ici dans cette étude publiée dans New England Journal of Medicine en 2012 que la radiochimiothérapie préopératoire permettait d'améliorer significativement la survie des malades par rapport à la chirurgie seule, et c'est un protocole de radiochimiothérapie qui est composé à part de carboplatine et de Taxol avec 41 Gray. Donc la question qu'on se pose légitimement, c'est pour les adénocarcinomes de la jonction œsogastrique, faut-il plutôt faire une chimiothérapie périopératoire ou une radiochimiothérapie préopératoire? Nous n'avons pas encore la réponse à cette question. Nous attendons les résultats des essais en cours qui évaluent justement ces stratégies pour les adénocarcinomes de la jonction œsogastrique. L'autre particularité sont les tumeurs gastriques avec instabilité des microsatellites, qui serait potentiellement un facteur politique de résistance à la chimiothérapie. D'après les données publiées dans cette méta-analyse
en 2019. C'était des patients donc qui avaient été inclus dans des essais randomisés qui évaluaient l'intérêt de la chimiothérapie post-opératoire ou la chimiothérapie périopératoire. Et on voit deux choses. Premièrement, que les tumeurs MSI sont de meilleurs pronostics que les tumeurs MSS, donc un facteur de bon pronostic, à l'instar de ce qu'on avait déjà observé pour les tumeurs du côlon non métastatique. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que le statut MSI serait potentiellement un facteur prédictif de résistance à la chimiothérapie. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence chez les patients MSI entre le groupe chimiothérapie et chirurgie seule, alors qu'il y a une différence significative entre chirurgie et chimiothérapie pour les patients qui avaient une tumeur MSS. Donc les questions légitimes qu'on se pose pour ces formes de cancer gastrique localisées avec instabilité des microsatellites, faut-il faire de la chimiothérapie ou les traiter par de l'immunothérapie? C'est des questions qui sont actuellement évaluées par des études cliniques en cours. En conclusion, donc le bilan préthérapeutique du cancer gastrique, donc bien entendu l'évaluation clinico-biologique, l'évaluation des comorbidités et l'évaluation nutritionnelle, sans oublier l'évaluation oncogériatrique pour les patients de plus de 70 ans avec le score G8 et la recherche de facteurs de risque tels qu'Helicobacter pylori et les prédispositions génétiques. Le diagnostic repose sur l'endoscopie digestive haute qui permet donc de caractériser la tumeur, de faire le diagnostic avec les biopsies en zone tumorale, rechercher les biomarqueurs avec HER2 et MSI, et également faire des biopsies en zone non tumorale à la recherche d'Helicobacter pylori, éventuellement des dysplasies ou des métaplasies. Pour le bilan d'extension, il y a un examen à retenir, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien, si possible avec réplétion gastrique à l'eau, qui permet le bilan d'extension loco-régional et à distance. L'écho-endoscopie peut être réalisée à la fois dans le cadre du bilan diagnostique pour les limites gastriques lorsque les biopsies initiales sont négatives. Elles permettent également de faire le bilan d'extension loco-régional et discuter du traitement endoscopique pour les tumeurs superficielles. La laparoscopie exploratrice peut être proposée dans le cadre du bilan d'extension, notamment pour déterminer la résecabilité si les lésions sont volumineuses ou rechercher une carcinose péritonéale. Pour les modalités thérapeutiques, on distingue deux situations. La situation non urgente, où vous allez proposer pour toutes les tumeurs qui sont N+, et ou supérieures à T2, une chimiothérapie périopératoire par flotte avec une gastrectomie et un curage ganglionnaire adéquat. Et pour les tumeurs T1, se discutera soit une résection endoscopique pour les tumeurs les plus superficielles ou un traitement chirurgical. L'autre situation, c'est lorsque vous avez une maladie qui est révélée par une complication, donc une occlusion, une hémorragie digestive, où là, bien entendu, le traitement sera la chirurgie d'emblée avec un curage ganglionnaire adéquat, et un traitement post-opératoire sera discuté pour les tumeurs qui seront N+, et ou supérieures à T2, ou de type, ou une résection de type R1, avec soit de la radiochimiothérapie post-opératoire pour les patients en bon état général avec un support nutritionnel satisfaisant, sinon une chimiothérapie adjuvante à base de 5-FU. Pour les tumeurs qui sont N0 et inférieures à T3 et résection R0, pourra se discuter une surveillance seule. Voilà, merci.